L'association Gamia, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans maintenant, exactement 3 ans, et a pour objectif la promotion de la santé et l'éducation pour la santé dans les pays africains. En général. En général, ça c'est l'objectif de l'association. Il se trouve que pour des raisons de rencontres et d'opportunités, nos actions se sont tournées dès le départ vers le Bénin et que nous n'avons eu d'intervention que pour l'instant qu'au Bénin, mais rien ne nous interdirait de nous rendre dans d'autres pays d'Afrique. Son but, c'est l'acquisition d'aptitudes individuelles ainsi que la prévention des maladies par l'éducation pour la santé. Pour la santé, effectivement. L'objectif de l'association n'est pas... l'objectif principal de l'association n'est pas d'apporter du matériel ou d'aller réaliser un certain nombre de choses à la place des Africains, mais de les aider à acquérir ou à améliorer les compétences dans le domaine de la santé pour se prendre en charge eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer quand on n'est plus là. Ouais, et puis à voir, parce que nous arrivons, je vais dire, avec notre vision occidentale, je vais dire, là, avec à l'esprit notre système de la santé, l'organisation de la santé, qui n'a rien à voir avec là-bas. Parce qu'on va pouvoir le développer tout au long de notre émission. Le système, déjà, le fonctionnement est différent par rapport au nôtre. L'accès aux soins est différent par rapport au nôtre. L'éducation est différente. La culture, c'est un ensemble de problématiques, vais-je dire, qu'il faut prendre en considération. Bon, le Bénin est un pays relativement pauvre. C'est pas le plus pauvre pays d'Afrique. Son voisin, le Burkina, est beaucoup plus pauvre encore. Oui. Le Bénin est un pays d'agriculteurs. On dénombre, je crois que 45 ethnies différentes au Bénin, 45 langues différentes. Certaines sont majoritaires, bien sûr. Un système de santé qui existe, mais qui est très peu développé avec peu de moyens. Hein. Oui. Il y a la corruption. Aussi, la corruption, il ne faut pas avoir peur d'en parler, bien sûr. Hein. D'ailleurs, ce sont les Béninois eux-mêmes qui, quand on discute avec eux, abordent assez facilement le sujet. La corruption, les trafics, en particulier, par exemple, pour les médicaments. Alors, justement, mais aussi, alors, les professions médicales qui sont là-bas sur place, les médecins qui sont sur place, comment ça se passe? Il y a un encadrement, déjà, d'un point de vue structurel. Alors, d'un point de vue structurel, déjà, il faut savoir que il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'assurance maladie généralisée au Bénin. La sécurité sociale n'existe que pour une toute petite partie de la population, les fonctionnaires et les militaires. Les autres doivent se prendre en charge eux-mêmes. Bon, il y a un projet actuel de développement d'une sécurité sociale pour tous. On ne désespère pas de le voir aboutir. Le Bénin forme des médecins dans 2 facultés, une faculté importante à Cotonou, la capitale, et une faculté de moindre importance, plus jeune, dans le nord du pays, à Parakou, faculté qui a, je crois que c'est intéressant, le mérite de s'intéresser à la formation de médecins généralistes qui vont aller exercer sur le terrain. Ah oui, important, parce qu'on parle des désertifications médicales en France, le manque de médecins, mais là-bas aussi, et en Brousse. Oui. Il y a, bien sûr, on pourra revenir là-dessus. Il y a une formation, il y a des écoles d'infirmières et une école d'aide-soignants à Parakou. Malheureusement, les médecins ne sont pas forcément là où on aurait besoin d'eux. C'est-à-dire que il y a très peu de médecins sur le terrain. Et dans un système de dispensaires publics bien répartis sur le territoire, il faut le reconnaître, il y a des dispensaires assez disséminés sur l'ensemble des territoires. Dans les dispensaires publics, ce sont en règle générale des infirmiers qui font le relais, qui prennent en charge les patients, c'est-à-dire qui
qui font les consultations, les diagnostics, les prescriptions, le suivi des patients. Les médecins ayant plus un rôle de santé publique, de coordination, de statistiques, et ne passant que très peu de temps dans les centres de santé. Il ne s'agit pas de transformer des infirmiers en médecins. Oui. Il s'agit de les aider à prendre en charge les patients qui viennent les consulter. Nous allons maintenant aussi nous intéresser aux aides des infirmiers, c'est-à-dire des aides-soignants, qui sont en général des personnes peu qualifiées, pas formées, dont le rôle n'est pas forcément très précis, et de les aider à préciser leur rôle et de façon à améliorer le déroulement de la consultation. Ça, c'est le premier volet de l'action de l'association, oui, qui évidemment est réalisé par les médecins qui font partie de l'association. C'est-à-dire que cette partie-là de notre action est confiée à des médecins, bien entendu. Qui est normal. Mais alors justement, mais vous êtes nombreux, alors quand même, il y a quand même pas mal de médecins, parce que par rapport aux actions que vous meniez, moi je vois que on ressent qu'il y a un gros travail qui est fait. Vous savez, il y a beaucoup de dispensaires au Bénin, nous n'en fréquentons qu'une toute petite partie. Hein. Ouais. Malheureusement, notre association n'est pas encore, on en dira peut-être un mot, notre association est en plein développement, c'est pas une grosse association, c'est pas une grosse machine. On va faire un appel. Bien sûr. Alors, messieurs les docteurs, qui veulent venir justement accompagner le professeur Obrecht là-bas, apporter vos compétences, venir aider, soutenir l'action, ben je lance l'appel là tout de suite. Alors, vous pouvez, tous les volontaires sont bienvenus, et pas uniquement les médecins, on va y venir. On va y venir, absolument. Alors, le deuxième volet de notre action, qui est lié, hein, oui, toujours dans le domaine de la santé, est un volet éducatif auprès des populations. Et depuis le début, notre association travaille en partenariat avec des mutuelles de santé africaines, c'est-à-dire des mutuelles qui essayent de favoriser l'accès aux soins des populations. Ce sont des petits organismes, et les gens cotisent à la mutuelle, en général une cotisation mensuelle, oui, et moyennant quoi, une partie des soins et une partie des médicaments leur sont remboursés. Oui, mais connaissant les populations étant assez pauvres, est-ce qu'ils arrivent quand même à se payer une mutuelle pas tous, et puis le problème est que l'idée d'assurance est relativement étrangère à la mentalité africaine. C'est-à-dire que on entend ça chez nous aussi parfois. Pourquoi payer alors que j'en ai pas besoin? Je suis en bonne santé. Bien sûr. Je payerai quand je serai malade. Quand je serai malade, mais enfin là, c'est trop tard. Mais l'idée commence à se répandre, et les mutuelles... alors les mutuelles... on a un partenariat extrêmement intéressant avec les mutuelles qui y trouvent leur compte aussi. J'ai parlé de la réduction tout à l'heure de la prescription des antibiotiques. C'est toujours autant d'économies pour la mutuelle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, en partenariat avec ces mutuelles, nous formons des mutualistes, des relais mutualistes, c'est-à-dire des membres de la communauté qui sont mutualistes, et qui vont dans les villages éloignés, enfin ou dispersés dans la nature, qui vont dans les villages porter des messages de prévention. Ces relais mutualistes vont dans les villages et réalisent sur place une animation sur la place du village, en général sous l'arbre, sous le gros arbre du village, en présence des autorités locales, le chef, etc. Oui, parce que c'est un peu, je veux dire, traditionnel, c'est des villages totalement traditionnels, hein, et où la population se regroupe autour sur la place, et les éducateurs délivrent le message. Alors, on utilise pour ça des outils pédagogiques que nous concevons en amont en France, avec des dessinateurs, en liaison avec nos amis béninois qui ont des demandes bien précises et qui nous conseillent sur vous adaptez par rapport aux attentes. Oui. Nous réalisons des dessins, qui servent de support, car
une grande partie de la population ne sait ni lire ni écrire. Alors, on a assisté à plusieurs reprises à des séances d'éducation dans les villages comme ça, et je peux vous assurer que c'est un grand moment. Hein. J'imagine. C'est un grand moment parce que les Africains, ils aiment bien participer. En plus, c'est l'animation dans le village. Les distractions sont pas si fréquentes. Et tout le village est regroupé. On intervient, on pose des questions, on proteste, on rit. Ça doit être vivant. On chante. Connaissant le tempérament africain en général des personnes, ça doit être... On chante, on danse. C'est véritablement un grand moment. Puis c'est un événement d'avoir quelqu'un qui vient dans le village. Alors, nous, ce sont eux qui réalisent. Oui. Nous, on est en amont. Observateurs. Et pendant que nous ne sommes pas là, eux, ils continuent. Hein. Oui. Là, nous, on a observé à plusieurs reprises, mais nous n'intervenons pas à ce moment-là. Simplement à titre d'observateur. Ce qui permet aussi de les conseiller sur la façon de faire, mais en matière d'animation, ils pourraient rapidement devenir nos maîtres. C'est vrai. Oui. Voilà les deux volets sur lesquels l'association Gamia intervient. Je pense que, comme moi, vous avez été informé, il y a un grand progrès qui vient d'être fait aux États-Unis, notamment pour la trithérapie de choc pour des bébés à la naissance dans les 48 heures, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises, rattrapez-moi. Et c'est un énorme progrès, justement, pour ces populations-là. Ah bah on peut espérer qu'en tout cas ce progrès aura des retombées sur les populations africaines qui sont durement touchées par le sida, vous le savez bien, qui hélas n'ont dans certaines régions d'Afrique pas forcément accès aux soins et à la prise en charge. Au Bénin, je l'ai dit tout à l'heure, le sida est un problème, en particulier dans certaines régions, dans certains secteurs du Bénin. C'est encore une fois pas le pays le plus touché, le pays d'Afrique le plus touché. Mais c'est quand même une priorité. Alors, il faut savoir que au Bénin, il y a des campagnes de dépistage du sida. Quand j'y étais au mois d'octobre, il y avait dans tous les villages et dans toutes les villes des grands panneaux publicitaires incitant au dépistage du sida. Oui. Le dépistage est gratuit, se fait dans les dispensaires, il est gratuit, et les traitements sont gratuits. D'accord. Alors, et ils ont accès aux trithérapies. Hein. D'accord. Et justement, à ce sujet-là, est-ce que le sida n'est pas parce que dans certains pays d'Afrique, parler du sida, parler du sexe, clairement, c'est quelque chose de très tabou. Oui. Alors il faut qu'on est en train de plancher sur la question parce que c'est une des demandes qui nous a été faite, et en 2013, en particulier lors de la mission d'octobre prochain, nous allons commencer une campagne, enfin d'axer la formation des relais sur les maladies, sur les infections sexuellement transmissibles, dont le sida, bien évidemment. Alors, parler du sexe en Afrique, c'est pas tabou du tout. Ils ont beaucoup moins de tabous vis-à-vis de ça que nous. Hein. En parler, le dessiner, etc., c'est pas un problème. Ouais. Le problème, c'est le dépistage. C'est le dépistage. Pour toutes sortes de raisons. Hein. Pour toutes sortes de raisons. Parce qu'une femme enceinte qui va aller se faire dépister, si elle est positive, si elle est séropositive, elle va être rejetée par sa famille et par la communauté. D'accord. C'est de même l'usage du préservatif. Oui, parce que tout de suite on se dit maladie SIDA, donc ça veut dire, rapidement à l'esprit, à la fautée, absolument. C'est dans ce sens-là, quoi. Absolument. De même l'usage de la contraception ou des préservatifs pose de réels problèmes. Elles sont pas forcément admis par les populations, et il faut vraiment développer les messages dans ce sens-là. Dans ce sens-là, d'accord. Pour continuer dans ce sens-là, comment ça se passe, l'usage de la contraception, vais-je dire, sur place, et l'usage du préservatif et le moyen tel que la pilule, quoi. Oui. Alors, ces moyens sont disponibles, hein, c'est-à-dire qu'ils sont accessibles. Oui. D'une chose dont j'ai pas parlé, c'est que dans chaque dispensaire, ou pratiquement dans chaque dispensaire, il y a un secteur de maternité.
Oui. Qui est tenu par des sages-femmes, qui font un travail d'ailleurs admirable parce qu'elles ont peu de moyens, mais qu'elles font des choses véritablement admirables. Nous les rencontrons régulièrement quand nous y allons. Elles seraient d'ailleurs, elles aimeraient beaucoup qu'on s'intéresse à elles et qu'on aille faire un peu avec elles le même genre de travail qu'on fait avec les infirmiers. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à emmener avec nous en mission des personnes compétentes en gynécologie obstétrique, et je pense en particulier à des sages-femmes, et j'en profite pour lancer un appel. Si parmi vos auditeurs ou auditrices, il y a des sages-femmes qui aimeraient partir au Bénin, surtout qui viennent nous rejoindre. Et ils seraient très très bien accueillis par ces sages-femmes qui font véritablement un travail superbe. Alors ces sages-femmes sont en particulier lors des consultations prénatales, postnatales, elles ont en charge l'éducation à la prévention des maladies, des infections sexuellement transmissibles, et la contraception. Et je dois dire qu'elles utilisent aussi d'ailleurs des messages, des panneaux avec des dessins, et que il semblerait, d'après ce qu'elles nous disent, que ça gagne du terrain, et que le message, qu'il y ait une prise de conscience de la part des populations, et que le message soit de mieux en mieux entendu. Mais il y a quand même des comment dirais-je, les hommes, je veux dire, clairement, la société a du mal à admettre ça, parce que d'une part, si une femme prend un contraceptif, et qu'elle n'a pas d'enfant, enfin qu'elle reste sans avoir des enfants régulièrement, ça peut mettre faire naître des doutes sur la virilité de son époux, dans le village, dans la famille, ça peut poser des problèmes. Oui, voilà, culturellement parlant, c'est pas évident. Culturellement, c'est très et d'un autre côté, pour l'époux, se dire aussi, mais bien bon, sûr. Elle va fauter, quoi. Donc oui, par exemple aussi. Et il y a probablement encore tout un travail d'éducation à faire, et on va s'y atteler. Bon, les dispensaires, je l'ai dit tout à l'heure, sont relativement bien dispersés sur le territoire. Oui. Mais néanmoins, on peut être à 1 heure, 2 heures d'un dispensaire. Oui. Ah oui, quand même. Donc, bien sûr. Oui, parce qu'on parle plus en temps qu'en distance. En plus, s'il faut y venir plusieurs fois, vous imaginez. L'hôpital, alors les consultations spécialisées, je pense par exemple l'ophtalmo ou le cardiologue, etc. C'est faisable, c'est envisageable, ça existe dans les villes. Bon, par exemple, là où nous intervenons dans le Nord, nous sommes à maintenant 2 heures de route de la ville principale de Parakou, où il y a une faculté de médecine et où il y a un centre hospitalier avec toutes les spécialités accessibles. Mais là aussi, ça nécessite un transport, ça nécessite probablement aussi une attente. C'est pas facile d'envoyer quelqu'un en consultation. C'est quand même des déserts médicaux plus importants que chez nous en France, quand même. Absolument. Bien que j'en parle souvent. Alors, vous parliez de services d'urgence tout à l'heure, ça n'existe pas, sauf dans les villes. Oui. Ça n'existe pas. À Bembereke, qui est là où nous allons dans le Nord, qui est une ville de 100 000 habitants, il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a pas de médecin, donc il n'y a pas de médecin de garde. Il n'y a pas de service d'urgence. Il y a une certaine précarité. Donc comment ils font ? Ils se débrouillent par eux-mêmes. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils vont au dispensaire, ils essayent. Alors, il y a un hôpital. Il y a un hôpital à Bembereke. Il y a un hôpital de zone qui est ouvert et accessible, et où un certain nombre de choses sont disponibles, mais toujours avec des moyens relativement limités. Alors, pour revenir un petit peu, donc on a vu que vous avez quand même mené pas mal d'actions. Au niveau moyen, vous avez apporté certains matériels, votre bonne volonté, vos connaissances, vos compétences, déjà, c'est très important. C'est surtout ça. Et la formation, on en parlera aussi, mais alors, il y a des actions qui doivent être menées, notamment, il y a une première action qui va être menée au mois de mai, une seconde au mois d'octobre. Alors, pour celle du mois de mai, comment elle va être menée, cette action ? Alors, on essaie de faire passer aussi le message. Depuis
depuis 2 ans, nous organisons 2 missions dans l'année. Nous intervenons au Bénin, dans le nord, à Bembereke, depuis le début de l'association. Oui. Donc là, on commence à avoir une expérience, à bien connaître les gens et à mesurer les résultats de ce qu'on fait. Oui. Et puis, depuis 2 ans maintenant, nous travaillons dans une ville du centre-sud du Bénin, Dassa, qui est un important carrefour routier sur l'axe nord-sud, qui est à 3-4 heures d'autobus de la capitale. Dassa, où là, la situation est un petit peu différente, car quelque chose qui n'existe pas au nord, c'est là qu'il existe une concurrence entre les dispensaires publics et des dispensaires privés tenus par des infirmiers installés en privé, plus ou moins. Ça existe aussi le privé. En plus ou moins conformément à la législation d'ailleurs. Ouais. Ça, on s'en affranchit assez facilement. Et bien entendu, avec un secteur privé dont la principale motivation est le rendement et pas la qualité. Ouais. Bon, j'en dis pas plus. Ouais, c'est avec des pratiques qui sont parfois plus que douteuses. Nous essayons d'éditer régulièrement 2 ou 3 fois par an une gazette que vous connaissez, et elle qui est accessible, qui est consultable sur Facebook. Sur Facebook. Mais encore une fois, toute personne qui souhaiterait lire ce travail de thèse, il suffit d'en faire la demande et on diffuse. On a tout intérêt, nous, à diffuser. Alors j'espère qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir rejoindre l'association. Alors pour montrer le bon exemple, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je suis adhérent à l'association Galia. Et je vous en remercie, et je ne désespère pas de vous emmener un jour au Bénin. Ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, on a le projet sur le mois d'octobre pour essayer de faire participer mes connaissances, mes compétences bénévolement. Vous parliez de collaboration avec les radios là-bas. Alors, la radio locale, la radio communautaire, là-bas tient une place énorme. Dans chaque secteur, dans chaque petite ville, il y a une radio locale et qui est très très écoutée. Parce que, encore une fois, ils n'ont pas d'autre accès à l'information. C'est par la radio qu'ils apprennent les informations, les informations utiles, etc. Et bien entendu, quand nous y allons, nous participons toujours au moins une fois à une émission de la radio locale, on commence à les connaître. Et comme je vous l'ai proposé l'autre jour, on pourrait envisager lors d'une prochaine mission de vous mettre en contact avec les radios locales là-bas. Je pense que ça les intéresserait. Finalement, moi, je m'y retrouve bien ici parce ça se passe exactement de la même façon. Voilà, c'est super. Donc on ne sera pas, je veux dire, dépaysés, docteur. Absolument. Alors pour nos auditrices, nos auditeurs qui se disent aujourd'hui, moi j'ai envie d'y aller, je vais suivre le professeur Aubrège là-bas sur place, j'ai envie de partir, que ce soit au mois de mai ou au mois d'octobre. Comment que ça se passe? Quel est le coût? Combien que ça revient? Et après l'hébergement sur place, les gens ils vont se des détails sont accueillis. Alors je le dis tout de suite. Les vaccinations. Alors je le dis tout de suite, pour le mois de mai, nous aurions un médecin de plus. Ça serait bien, mais sinon la mission commence à être bien bouclée. Oui. Et médecin ou une sage-femme? Oui, une sage-femme. Alors, si une sage-femme se lance l'appel au mois de mai, ça serait vraiment très très bien. Pour le mois d'octobre, les choses sont pas figées. Les participants n'ont pas encore été... On n'a pas encore fait la liste des participants. Oui. Et toutes les bonnes volontés sont bienvenues, en sachant que, en général, on part entre 4 et 6 personnes à Dassa et 4 et 6 personnes à Bembereke. Donc un groupe d'une dizaine, douzaine, quinzaine, entre 10 et 15 personnes. Alors, le coût, il faut en parler. Oui. Comme vous l'avez vu, nos moyens sont relativement modestes, et c'est un inconvénient, ça peut être aussi un avantage, mais c'est un inconvénient de notre association, c'est que le coût de la mission est à la charge
de ceux qui partent. Qui partent, ben oui, mais bon. C'est-à-dire que, alors c'est un inconvénient parce que ça limite considérablement pour certains la possibilité de partir, ou alors la possibilité d'y retourner une autre fois. En gros, tout compris, billets d'avion, transport, hébergement sur place, etc., il faut compter 1 200 € par personne. 1 200 € par personne. Bon, alors c'est pas rien, hein, c'est pas rien. Bien L'avantage, c'est que les personnes qui investissent 1 200 € pour partir en mission comme ça, c'est aussi une preuve de motivation. Hein. Absolument, absolument. C'est une preuve de motivation. Alors, vaccination. Oui. La fièvre jaune, obligatoire. Fièvre jaune. Vaccination contre la fièvre jaune, obligatoire. C'est la première chose qui est consommée. Combien de temps il faut se vacciner à l'avance, docteur ? Il suffit d'être vacciné avant le départ. Ouais, juste avant le départ, c'est c'est la première chose que les autorités contrôlent à l'arrivée à l'aéroport.